Alors le troisième volume de Midi Minuit, sa grande particularité, c'est que c'est dans ce volume qu'on a tenté d'unifier la première période de la revue, c'est-à-dire les petits formats, avec la deuxième période, c'est-à-dire le format magazine. Parce qu'à partir du numéro 14, dans l'histoire de Midi Minuit, c'était en 66, il y a eu cette espèce de changement de format qui était aussi un peu un changement de ligne éditoriale. C'était une manière non seulement toujours d'aller bien sûr vers le fantastique, le bis, la série B, etc. Mais désormais on allait aussi vers Jean-Luc Godard quand il fait Alphaville, on va vers Truffaut quand il fait Fahrenheit 451, on va vers Wojciech Has, le manuscrit trouvé à Saragosse, on va vers Fellini quand il fait Juliette des Esprits, etc., etc. Enfin, en gros, c'est le moment où il y a des grands auteurs, enfin, des auteurs qui sont reconnus comme tels à l'époque, qui se mettent à faire du fantastique. Donc ça, c'était déjà une première bataille culturelle remportée un petit peu par Midi Minuit à l'époque, parce que le fantastique, quelque part, sortait du ghetto, y compris au sein de la production. Et je dois signaler ici cette critique absolument essentielle d'Alphaville par Michel Caen. Ça c'est dans le numéro 13, donc en début de volume, et ça c'est un geste critique extrêmement fort, parce qu'il faut se souvenir que Midi Minuit c'est édité par Eric Losfeld. Eric Losfeld édite également Positif, et au sein de la maison de Losfeld, quelque part, Godard c'est l'ennemi. Vraiment, ça reste le cinéaste des cahiers du cinéma, et les clivages sont très très marqués. Losfeld va vouloir qu'il y ait une critique d'Alphaville dans Midi Minuit, ce sera Louis Seguin qui fait une critique pour le coup extrêmement négative, mais Michel Caen, qui est quand même le rédacteur en chef, dit il est hors de question qu'on laisse passer ces critiques négatives sans une critique positive que moi je vais signer. Et il signe un texte qui s'appelle Capitale de la douleur, en hommage à Paul Éluard, et c'est une forme de pied de nez finalement à Positif, parce que Positif se revendiquait du surréalisme, et quelque part il fait donc une défense de Godard au nom du surréalisme. Et c'est un texte absolument magnifique, et quelque part c'est vraiment sur ce texte que il pose très clairement ce que va être l'importance historique du midi-minuisme, c'est-à-dire cette manière de proclamer que parallèlement à la nouvelle vague reconnue comme telle, la nouvelle vague intellectuelle, celle de Godard, de Truffaut, ou les nouvelles vagues européennes, Polanski et compagnie, il y a une nouvelle vague populaire, celle de Terence Fisher, celle de Bava, celle de Franco, celle de Corman, et que ces deux mouvements-là ne sont pas contradictoires, ils sont même éminemment complémentaires. Ce sont eux qui inventent la modernité dans les années 60. Et l'héritage du midi-minuisme, il est là, et quelque part, il se cristallise sur ce texte, Capitale de la douleur, par rapport à Alphaville. Et Midi Minuit, la revue, elle, s'est chargée un petit peu de signifier tout cela avec cette espèce de changement de format où désormais on allait plus vers le côté magazine. Mais pour nous, le problème, c'était comment adapter ça dans un même volume. Donc tout l'enjeu, c'était d'arriver à opérer cette transition sans que ce soit problématique. Et donc voilà, la première des particularités, c'est celle-là. On a deux numéros, c'est le 12 et le 13, qui correspondent vraiment à la première période de la revue, et à partir du 14 jusqu'au 17, là on a les grands formats, et on a réussi effectivement donc à tout unifier. On a fait un travail d'adaptation de la maquette pour qu'on s'y retrouve tout simplement. On est toujours resté fidèle à ce que c'était, hein. Il y a toujours quelques ajouts aussi, quelques photos couleurs ici ou là, quand on en trouvait, parce qu'évidemment comme on recherche à chaque fois les photos d'origine, on repart pas de la revue, effectivement on retrouve parfois les photos, mais on retrouve aussi d'autres documents, et parfois dans ces documents il y a des choses absolument sublimes qu'on ne pouvait pas ne pas mettre. Pour ce volume de Midi Minuit, on est dans les années 65-67, et effectivement sortent un certain nombre de films sur les écrans qui vont devenir extrêmement importants pour Midi Minuit. Il y a par exemple 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava. Ça, c'est vraiment un film important à un moment donné pour la rédaction. Il y a toujours les films avec Barbara Steele, c'est le moment où sortent notamment Le spectre du docteur Hitchcock, de Ricardo Freda. Et alors là, effectivement, ça donne lieu à des tunnels de photos. Les deux leitmotifs d'ailleurs, je veux dire photographiques de ce volume, c'est vraiment, là pour le coup, deux acteurs, c'est Christopher Lee et Barbara Steele. Il y a vraiment des grands tunnels de photos qui leur sont dédiés. Pour être tout à fait honnête, pour moi le DVD qu'on ajoute à chaque volume, ça a toujours été aussi important que le livre. J'ai jamais conçu ces DVD comme des bonus. Pour moi c'est vraiment, ça fait partie
intégrante du travail que je m'étais fixé, c'est-à-dire non seulement donner à relire ces textes absolument essentiels que sont ceux de Midi Minuit, mais également donner à percevoir tout le mouvement Midi Minuiste qui était né de cette revue. Donc il fallait voir les films que les uns et les autres avaient réalisés, il fallait voir les émissions de télé qu'ils avaient réalisées, il fallait voir l'influence du Midi Minuisme dans la pop musique, donc Gainsbourg, Stella dans le volume 1, et c'est vrai que oui, pour moi c'était vraiment primordial ces DVD. Et donc là dans le volume 4, c'est vrai on se fait particulièrement plaisir parce que ce coup-ci il y a vraiment 4 heures de programme totalement inédit, on a 6 courts-métrages. Je suis vraiment très heureux de présenter La brûlure de Mille Soleil de Pierre Casse, qui est un chef-d'œuvre de la science-fiction 60s fait en France, film d'animation monté par Chris Marker, et c'est une variation à la fois cosmique et libertine sur la tragédie de Bérénice. C'est vraiment très très beau, il y a une qualité d'écriture, les dessins sont absolument somptueux, mais on sent qu'il s'agit aussi d'un hommage à la jetée de Chris Marker, de manière assez évidente, parce que l'animation est limitée vraiment au strict nécessaire. C'est une sorte de bande dessinée en film, il y a quelque chose de cet ordre-là. La musique, c'est bien Parmigiani? Oui, c'est Parmigiani qui signe la musique, donc une musique expérimentale et électronique, entre la musique concrète il y a des éléments qui d'ailleurs peuvent nous faire penser au Jekyll et les femmes de Borowczyk. Voilà, et puis d'ailleurs on sait que Borowczyk travaillait pour Argos Film aussi à la même époque, et donc tout ça, ça fait un mouvement tout à fait passionnant. On a un autre film qui s'appelle Les coups de pointu de Jean Streff. Alors là on est dans le midi-minuisme pop délirant, hérité un petit peu de Scorpio Rising de Kenneth Anger. Donc c'est un film entièrement conçu sur une bande son qui vient de Swinging London. Là en l'occurrence on y retrouve les Stones, les Kings, enfin tous les groupes de l'époque, les Pretty Things, etc. C'est un film très drôle, très délibérément foutraque, assez non sensique et non narratif, en forme d'hommage vraiment à toutes les figures du midi-minuisme. On retrouve Bava, on retrouve la Hammer, on retrouve la Universal, on retrouve toutes ces choses-là. On a un film intitulé Le Détour de Patrice Molinard. Alors ça, je suis très heureux de le présenter aussi, parce que Patrice Molinard, c'est l'auteur de Fantasmagorie, ce chef-d'œuvre du film de vampire qu'on avait réussi à retrouver pour le volume 2, avec Edith Scobb dans le rôle d'une femme vampire et s'aimant dans la campagne valdoisienne. Et Le Détour, c'est assez passionnant, c'est un film bouleversant déjà, c'est un film sur le deuil, et c'est passionnant quand on a en tête Fantasmagorie, parce qu'on y retrouve les mêmes lieux, on y retrouve presque la trajectoire inversée du vampire. Dans Fantasmagorie, le vampire venait de cette espèce de Transylvanie valdoisienne jusque dans les rues de Paris, et là c'est un petit peu le parcours inverse. On part de scènes de foule dans Paris et on arrive jusque vers l'Oise, et l'Oise fait figure un petit peu de Styx. C'est un film étrange, assez abstrait, avec une musique signée par Georges Apergis, le mari d'Edith Scobb. Edith Scobb fait une apparition d'ailleurs, on la voit à un moment donné traverser l'écran en bonne sœur sur un vélo. Voilà. Côté Franju. Oui, bien sûr, ouais. Il y a toujours aussi cette influence de Franju, bien sûr, mais chez Molinard, l'influence de Franju, c'est quelque chose en même temps il se l'approprie complètement, il en fait quelque chose de personnel. Donc on ne peut pas dire, ça n'est absolument pas du sous-Franju, ça fait partie d'une même communauté d'esprit. On a un film qui s'appelle L'Homme au chat, d'Henri Gleiser. Alors ça, c'est un film, on doit sa découverte à Emmanuel Rossi, qui avait une copie de ce film, qui un jour nous a dit mais il faut absolument envoyer ça, c'est complètement midi-minuit, c'est très étonnant. Il y a quelque chose de extrêmement malaisant dans ce film. C'est l'histoire d'un homme qui vit avec des chats dans un pavillon de banlieue, des centaines de chats, mais au bout d'un moment il y a vraiment une situation ça repose vraiment sur le non-dit. On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Puis de plus en plus, non seulement on va dans le glauque, mais on va vers quelque chose dans des formes de situation que la morale réprouverait, d'ailleurs, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, ça repose sur cette idée d'un cinéma fantastique qui ne livre pas ses clés. Le mystère va rester mystérieux, et néanmoins, on sent bien qu'il y a quelque chose de cauchemardesque qui est à l'œuvre là-dedans. Voilà, j'en dis pas plus. Le dernier film, c'est Ténèbres de Claude Loubary. Alors ça, c'est un film dont Jean-Pierre Bouixou et Noël Simsolo m'avaient parlé. Claude Loubary, c'est une figure du midi-minuisme qui
vient de Lyon, il avait monté un ciné-club qui s'appelait le Midi Minuit 2 à Lyon à l'époque. Il avait pris contact avec la revue. Il n'a pas écrit dans Midi Minuit, mais il a été très proche à un moment donné de Jean-Claude Remer et de Michel Camp, puis il s'est brouillé avec eux par la suite. Et Ténèbres, c'est un film stupéfiant parce que c'est un film qui, avec 10 ans d'avance, nous emmène déjà chez les zombies de Lucio Fulci. Non seulement en termes de représentation d'horreur, de l'horreur graphique, mais aussi pour une certaine vision complètement irrationnelle de la figure du zombie. On n'est pas du tout chez Romero, on est dans quelque chose qui échappe complètement aux règles de l'espace-temps, quelque part. Et puis enfin, même la photographie fait penser déjà en 69 à la photographie de ces films italiens d'épouvante de la fin des années 70. Donc ça, c'est déjà vraiment quelque chose de très étonnant. C'est pas rien, un film extrêmement maîtrisé, et alors là, tout à fait cauchemardesque aussi, et donc vraiment très prenant, effrayant. Et enfin, dernière chose, c'est un film qui entretient une relation vraiment très singulière avec son auteur, parce que Claude Loubary, c'était quelqu'un à la santé mentale défaillante, et on sait qu'à la fin de sa vie, il souffrait de crises de paranoïa extrêmement aiguës. Jean-Pierre Bixou raconte qu'il l'a vu quelques semaines avant sa mort dans une boîte de nuit parisienne, où il lui aurait dit « Ne dis à personne que je suis là incognito, je suis poursuivi par des extraterrestres », et il meurt d'un suicide quelques semaines plus tard. Et quand on a ça présent à l'esprit, on peut se dire que Ténèbres, finalement, c'est peut-être ni plus ni moins qu'un espèce de cauchemar autobiographique d'un homme qui se sentirait happé par un au-delà zombiesque particulièrement effrayant. Ce qui explique aussi le long délai de 3 ans, c'est que moi je mettais un point d'honneur à ce qu'il y ait enfin dans le DVD le Dracula en ombre chinoise de Jean Boulet. On voulait les meilleurs éléments possibles pour présenter ce film plus que mythique, parce que c'est un film dont on se demande même presque s'il existe, en tout cas sous une forme définitive, a priori pas. Et finalement, on a fini par mettre la main sur les meilleurs éléments possibles à la fin de l'année 2017, grâce à François Angelier, grâce à Philippe Dorier. Et donc voilà, on n'aurait pas pu conclure terminer ce volume sans ce film. Ça, c'était vraiment absolument impossible pour moi, étant donné que dans le volume 2, j'avais fait un long article qui présentait cette histoire complètement folle, le tournage complètement délirant de cette utopie artistique, de cette espèce d'atelier permanent qui avait eu lieu dans la cave de son pavillon, le pavillon de Jean Boulet, rue Bobillot. Voilà, ça me semblait vraiment très important d'honorer une promesse. C'était un peu ça finalement, hein. On a retrouvé que de très rares rushs qui ont survécu à cette aventure cinématographique tout à fait étonnante. Donc voilà, on s'est retrouvés nous-mêmes à finir ce film. On est quelque part nous-mêmes vampirisés par le film désormais, hein. C'est un film qui a vampirisé à peu près tous ceux qui d'une manière ou d'une autre s'en sont approchés ou ont participé à cette histoire. Moi je vois ce film comme une espèce d'invocation de Dracula. On sait que Jean Boulet était très proche à un moment donné de Kenneth Anger, notamment à l'époque du tournage, et c'est une invocation réussie parce que lui, quelque part, effectivement s'est fait vampiriser par le film. C'est le moment où il s'identifie à ses fantasmes, où il va se faire refaire le visage pour ressembler à ses dessins, et c'est ce qui va un petit peu sceller son parcours masochiste totalement délirant. Donc il y a une traversée du miroir pour lui, mais c'est aussi une invocation à Dracula réussie parce qu'il y a des talents noirs qui ont éclos sur ce tournage, ceux de Philippe Dorier, ceux de Boris Bergman. Voilà, c'est à ce moment-là que ces jeunes talents en devenir vont éclore littéralement, et donc voilà, il y avait vraiment cette idée-là. Et quand je suis retombé sur ces rushs, donc grâce à François Angelier, grâce à Philippe Dorier qui avait conservé un certain nombre d'éléments, et ben on a été... Enfin, j'ai été littéralement happé par la beauté de ce que je découvrais. C'était comme si le film m'appelait finalement. Il y avait l'évidence qu'on pouvait remettre ces scènes dans le bon ordre, puis il y avait une narration qui pouvait se dessiner, et on a pris le parti de monter tout ça, de prendre la meilleure prise à chaque fois, et effectivement on arrivait très, très rapidement à une sorte d'adaptation de la première partie du roman, c'est-à-dire les aventures homo-érotiques de Jonathan Harker au château du comte Dracula. Il y avait cette espèce d'évidence. On a monté en musique avec mon camarade Midi Minuit qui s'occupe de DVD avec moi, Erwan Legac, et quelque part l'illusion a tellement bien opéré que
pour être tout à fait honnête, on a regardé, une fois qu'on avait vraiment fini le montage, on a peut-être regardé 5, 6, 7, 10 fois d'affilée ce petit montage de 9 minutes obtenu. Puis tout d'un coup, prise de conscience, mais en fin de compte, je ne suis pas en train de regarder le Dracula en ombre chinoise de Jean Boulet, je suis en train de regarder son double spectral décalqué plan par plan, parce que nous avons monté à partir de chutes d'un premier montage, aujourd'hui totalement disparu. Et donc du coup, voilà, Jean Boulet, qui était un passionné de magie, finalement il a réussi totalement son tour de passe-passe. Voilà, il a réussi à créer une forme de créature filmique non identifiée, voilà, un double spectral d'un film qui n'a peut-être jamais existé. On a fait un documentaire, une 50aine de minutes, qu'on a intitulé Jean Boulet, le montreur d'ombre, qui était pour nous l'occasion non seulement de faire un portrait de cette figure méconnue, qui est donc quand même l'un des fondateurs de Midi Minuit, mais plus largement l'un des fondateurs de l'underground et de la contre-culture en France, vraiment le précurseur dans les domaines et du fantastique, de la bande dessinée, de la culture SM, de la culture rock'n'roll, vraiment de tout ce qui nous intéresse dans la contre-culture. Et c'était aussi l'occasion de raconter encore une fois ce tournage du Dracula en ombre chinoise, de faire des interviews avec Philippe Dorier, avec Boris Bergman, avec François Angelier, avec tous ceux qui d'une manière ou d'une autre se réclament aujourd'hui encore de Jean Boulet. J'en parlais l'autre jour avec Jean-Pierre Dionnet et il me disait voilà, il y a eu André Breton, il y a eu le manifeste des surréalistes, Breton a eu ses disciples, nous fûmes les disciples de Jean Boulet. Voilà. Moi, quand je me suis lancé dans ce projet de cette intégrale Midi Minuit, l'idée c'était pas du tout de faire un objet nostalgique. C'était pas du tout de dire c'était mieux avant, le cinéma des années 60 c'était mieux, les revues étaient mieux, c'était pas ça l'idée. L'idée c'était qu'il s'agissait d'une revue manifeste. À ce titre-là, c'était une revue avec une importance historique absolument évidente. Et quand je dis revue manifeste, ce que je voulais dire par là, c'est que même si on parle du cinéma des années 60, qu'on adore tous, celui de la Hammer, de Bava et compagnie, finalement, ce qui comptait davantage dans ces textes-là, c'était le regard posé sur ces films, davantage encore que les films. Et ce regard posé sur les films, mon pari, c'était de dire qu'il était toujours d'une modernité absolument évidente. Et donc on a conçu ces livres dans ce sens-là, on a essayé de reproduire le choc esthétique qui avait été celui des lecteurs à l'époque quand ils découvraient cette revue avec tous ces tunnels de photos. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas reparti de la revue en tant que telle, mais qu'on a essayé de retrouver toutes les photos, etc., pour essayer de produire le livre le plus beau qui soit aujourd'hui et de faire éprouver ce choc esthétique dans le contexte d'aujourd'hui. Et donc il y avait cette idée oui, effectivement, de la modernité. Donc, du coup, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, une fois que cette intégrale sera achevée, après le volume 4, pourquoi pas un prolongement. C'est vrai qu'on pourrait imaginer Midi Minuit Fantastique exister aujourd'hui en continuant de faire vivre ce regard qui ne cesse de proclamer la toute-puissance de l'imaginaire, le faire vivre via des objets actuels, pour le coup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des cinéastes hérités du midi-minuisme, y compris en France. Il y a clairement des cinéastes qui participent de la permanence de ce mouvement midi-minuit. Je pense évidemment à Bertrand Mandico ici, c'est une évidence absolue. Puis d'ailleurs, il suffit d'en discuter avec lui, on voit qu'il connaît tout ça très bien et que ça peut être quelque chose qu'il pourrait le revendiquer, voilà, sans aucun problème. On peut penser à Yann Gonzalez aussi. On sent qu'il existe un mouvement qui est toujours à l'œuvre, avec cet appel très très fort de l'imaginaire, avec ces racines qui viendraient aussi du surréalisme, mais qui empruntent aussi d'autres détours cinéphiles. Donc voilà, oui, il y a... Et puis qui est moins dans la nostalgie et la citation que dans la continuité. Oui, voilà, oui, parce que ça c'est aussi un des problèmes du cinéma français des années 2000, notamment dans le genre, c'est que il y a eu beaucoup de cinéastes qui se consacraient vraiment, je dirais, à l'art de la citation. Là, on n'est plus dans la citation, mais on est dans des esthétiques ou des univers ou des mythologies qui sont assimilées. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qu'on montre d'ailleurs dans les films midi-minuit des années 60, ceux qui sont réalisés par les proches ou des plumes de la revue, donc les films des DVD de notre intégrale midi-minuit, c'est pas du tout des fan-films, ce sont des films dans lesquels ils assimilent tout ce qu'ils aiment, mais pour en faire autre chose. Ils aiment les films de la Hammer, mais ils font pas du tout du Terence Fisher, ils font autre chose. Voilà. Et des cinéastes aujourd'hui comme Yann Gonzalez ou Bertrand Mandico
quelque part, voilà, c'est ça aussi. On voit ce qu'ils aiment. Ils aiment le giallo, ils aiment Borovik, ils aiment toutes sortes de choses. Mais néanmoins, voilà, c'est ni du Borovik, ni les giallo, c'est autre chose. Effectivement, c'est un film tout à fait stupéfiant parce que... Ah ouais, voilà, là, si on me déconcentre... Et alors, ouais, est-ce que... Pardon. Les coucous derrière. Voilà. C'est l'endroit. Ouais, tiens-toi droit. Tu captes la lumière. Bouge pas le micro. Voilà, tu es celle-là. C'est bon, je filme. Ça, t'as vu, là, je suis beaucoup plus naturel. Cher lecteur. Inutile de te dire que ça est publié. Ah bah. Bah ouais. Nicolas Sandy comme vous ne l'avez jamais vu.